Bien, camarades, cette réunion que nous tenons tous les mois, si elle s'appelle le vendredi marxiste, c'est que nous avons l'ambition d'apporter un éclairage sur la situation ou sur un aspect de la situation qui soit guidé par la compréhension qui est la nôtre du marxisme. Entendons-nous bien, le marxisme n'appartient à personne, chacun peut s'en réclamer, chacun peut en donner l'interprétation qu'il juge nécessaire. La seule chose qu'on ne peut pas faire, à notre avis, c'est faire dire à Marx ce qu'il ne dit pas et ne pas dire ce que Marx dit. C'est donc, suivant la méthode qui était celle de Marx, dont nous inspirons, c'est-à-dire en partant strictement des faits, que nous voulons répondre à la question « Que veut la France insoumise ?» Précisons, la question que nous posons, c'est « Que veut la France insoumise ?» et non pas « Que veut Jean-Luc Mélenchon ?» Jean-Luc Mélenchon, vous le savez, est candidat à l'élection présidentielle. En toute logique, ce qu'il veut, c'est gagner cette élection. Il va utiliser à cet effet toute une série d'arguments et de points de vue dont nous pourrons discuter ultérieurement, mais ce n'est pas l'objet de ce vendredi marxiste. Pas davantage, évidemment, l'objet de ce vendredi marxiste ne porte sur est-ce que nous soutenons ou pas la candidature de Jean-Luc Mélenchon ou pour qui faut-il voter en mai prochain. Ce n'est pas de cela que nous voulons discuter ce soir. Ce que nous voulons examiner est dans un esprit de discussion je dirais, fraternel, qui est, disons, l'esprit dans lequel nous discutons et dans lequel les camarades de la 4e internationale discutent avec les militants de la France insoumise, c'est examiner les positions que vient de développer la France insoumise dans une brochure récente qui s'appelle « Comment faire ?», qui est une brochure de 88 pages, assez épaisse, avec une prétention à se situer sur un plan théorique. Brochure qui a été publiée il y a quelques semaines et qui, portant dans sa première page une référence au fait qu'elle a été élaborée avec la participation de Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard, Mathilde Panot et Clémence Guettet, peut donc être considérée comme exprimant un point de vue assez officiel, disons, de la France insoumise. Nous allons, dans ce vendredi marxiste, essayer de comprendre à travers l'examen de ce document ce que sont les objectifs de la France insoumise. Nous nous référerons aussi à deux autres éléments, deux débats qui ont eu lieu récemment. Le premier qui a eu lieu le 9 avril à l'Institut La Boétie, intitulé « Le capitalisme peut-il avoir une fin ?», dans lequel débattaient Jean-Luc Mélenchon, Stéphane Peu du Parti communiste et Aurélie Trouvé de la France insoumise. Et puis également la retranscription du débat qui a mis face à face Jean-Luc Mélenchon et Frédéric Lordon, enregistré le 31 mars sur le thème « La France insoumise face au capitalisme ». Mais commençons par comment faire. Les militants qui ont un tout petit peu de culture politique ont compris que ce titre se présente comme une espèce de clin d'œil malicieux au fameux « Que faire » de Lénine. Ma foi, pourquoi pas, Lénine lui-même avait emprunté ce titre à un roman russe du XIXe siècle. Toutefois, les mots ont un sens. Quand on pose la question « Comment faire ?», cela suppose qu'on a déjà répondu à la question « Que faire ?». Sinon, la question « Comment faire ?» n'a pas d'objet. S'agissant de la France insoumise, il nous faut donc essayer de comprendre ce que veut faire la France insoumise avant de nous intéresser à comment elle veut le faire. Ce que veut faire la France insoumise, il faut, pour le saisir, se confronter à une question théorique. Le document « Comment faire », je ne sais pas si des camarades l'ont lu dans la salle, est un document dont la forme est assez complexe, les phrases un peu tarabiscotées, un peu alambiquées, empruntées au langage sociologique, je dirais, apprécié dans certains milieux au XXIe siècle.
Mais c'est un document qui multiplie les références théoriques, en particulier d'abondantes citations à Marx. Or, un militant révolutionnaire ne peut tourner le dos à une confrontation théorique. Nous sommes marxistes, nous prétendons l'être. La France insoumise prétend asseoir sa politique sur la référence à Marx. Nous devons nous confronter à cette discussion. Nous sommes, les camarades le savent, hostiles à toute démarche empirique. Donc nous allons rentrer dans la discussion théorique que pose la France insoumise. Je m'excuse auprès de camarades si certains des aspects que je vais aborder sont peut-être un peu compliqués. Vous n'hésiterez pas à poser des questions sur ce que vous n'avez pas compris ou sur ce que j'ai mal expliqué. Par ailleurs, vous avez toujours la ressource, pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas membres de la 4e internationale, de compléter cette discussion par la participation à des groupes d'études révolutionnaires. Mais je crois qu'on peut quand même arriver à expliquer les choses. Dans le document qui s'appelle donc « Comment faire ?», je donnerai chaque fois les références pour que les camarades puissent, s'ils le souhaitent, vérifier que les citations qui sont faites ici sont rigoureusement celles des documents d'origine. Dans « Comment faire ?», page 37, on lit la chose suivante. Dans notre vision comme dans celle de Marx, l'accumulation qui forme le capital n'est pas une chose. Elle ne peut être même résumée par le temps du travail gratuit du producteur qui produit la plus-value capitaliste. Le capitalisme est un cycle de la marchandise à l'argent. Il englobe donc toutes les étapes et toutes les activités de circulation contribuant à l'accumulation. Ce passage, pour qui connaît Marx, on a envie de dire oui, et alors ? Est-ce que dans l'analyse de Marx, l'accumulation est résumée au seul fait que le travailleur exploité doit fournir du travail gratuit ? Non, bien évidemment. Est-ce qu'il faut prendre en compte toutes les étapes de ce que Marx appelle la circulation, c'est-à-dire non seulement la production des marchandises, mais leur vente, leur commercialisation ? Évidemment, c'est une banalité. Mais derrière cette banalité s'insinue un petit subterfuge, ou en tout cas une petite confusion dont on va voir les conséquences. Quiconque a lu Le Capital de Marx, et c'est une lecture que je recommande à tous les camarades, quiconque a lu Le Capital de Marx sait que cet ouvrage est constitué de ce qui s'appelle 3 livres, plus un 4e qui sont les théories sur la plus-value. Toutes les éditions n'ont pas fait de la même manière, mais l'avantage de cette édition de poche des éditions sociales, c'est qu'elle a publié en un volume le livre premier, en un 2e volume le livre 2e, et dans un 3e volume le livre 3e. Donc c'est l'avantage de faciliter les repérages. Les 3 premiers livres suivent un plan extrêmement rigoureux. Et j'attire l'attention des camarades sur cet aspect très rigoureux. Le premier s'appelle le développement de la production capitaliste, et j'insiste sur le mot production. Le deuxième s'appelle le procès de circulation du capital, et j'insiste sur le mot circulation. Et le troisième s'intitule le procès d'ensemble de la production capitaliste, et là le mot important est ensemble. Comme on le voit, il y a donc un ensemble de la production capitaliste, mais cet ensemble est constitué de 2 parties. Livre premier, la production, livre second, la circulation. Ce sont 2 étapes différentes de la production capitaliste. On ne peut pas tout résumer par le temps de travail gratuit du producteur qui produit la plus-value capitaliste, écrivent les auteurs de Comment commencer. Certes. Mais enfin, dans le procès d'ensemble de la production capitaliste, le moment où le travailleur exploité est contraint de travailler gratuitement, le moment où ce travail gratuit fournit ce que Marx appelle la plus-value, c'est-à-dire cette valeur supplémentaire, qui est celle qui justifie la production capitaliste, celle pour laquelle les uns et les autres vont s'arracher les choses pour gagner du profit. Le moment où cette plus-value est produite,
Ce n'est pas, comme le semblent le dire les auteurs de Comment commencer, un peu partout dans le processus de production, ça se balade quelque part, c'est dans un coin, c'est dans un autre recoin, pas du tout. Marx insiste sur le fait que la production de plus-value, cette richesse nouvelle que produit le travailleur exploité, d'où vient le profit, cela a lieu exclusivement dans la sphère de la production de la marchandise. La richesse nouvelle ne naît que dans le processus de production de la marchandise et nulle part ailleurs, dans ce que Marx appelle la sphère de la production. Le travailleur exploité qui passe sa journée à fabriquer des chaussures ou des automobiles ou ce que vous voulez, c'est dans ce processus de production qu'il produit de la plus-value. Ce que Marx appelle la sphère de la circulation, c'est autre chose. C'est que bien sûr, une fois qu'il a produit de la plus-value, vous voyez, cette plus-value, elle est matérialisée dans des marchandises. Si les marchandises ne sont pas vendues, la plus-value n'est pas réalisée. Tout le monde peut le comprendre. Je fabrique des automobiles, j'exploite les ouvriers, je leur fais produire, je leur fais fabriquer 1 millier d'automobiles dans le mois. Dans chacune de ces automobiles, il y a une part de plus-value importante. J'ai beaucoup d'argent virtuellement. Si je ne vends pas les automobiles, cet argent reste virtuel, je suis ruiné et l'usine ferme. Ça n'empêche pas que la richesse nouvelle, elle est née de l'exploitation dans la production des marchandises. Pourquoi est-ce qu'il est important de distinguer, dit Marx, la sphère de la production et la sphère de la circulation? Parce qu'il dit une chose simple, tout dépend de la capacité du capitaliste à faire suer de la plus-value à l'ouvrier dans le processus de production. Si ce que je vous dis vous paraît un peu abscon ou un peu difficile à saisir, Marx en fait un résumé lumineux en 1 page et demie, dont je vous dis tout de suite le repérage. C'est dans le livre premier, l'introduction à la 7e section. Il dit la chose suivante, il dit comment est-ce que ça marche la production capitaliste? Il dit d'abord, ça commence dans la sphère de la circulation. Le capitaliste a un certain capital, une somme d'argent, et dans la sphère de la circulation, il va, avec cet argent, acheter de quoi se lancer dans l'aventure de la production de marchandises. Il va louer un local, acheter des machines, des matières premières, et il va acheter la force de travail de l'ouvrier. Ça, c'est dans la sphère de la circulation, il a fait ses courses. Et puis, dit Marx, on arrive ensuite dans la sphère de la production. Les machines dans l'entrepôt, l'électricité branchée, les impôts payés, les matières premières arrivées, la force de travail de l'ouvrier s'exerce et il sort de là une marchandise. Et cette marchandise contient la plus-value. On est dans la sphère de la production, dit Marx. Il dit à ce moment-là, elles peuvent être à nouveau jetées dans la sphère de la circulation, c'est-à-dire qu'il va falloir les vendre, réaliser leur valeur en argent, puis ensuite ce mouvement circulaire, etc. Et donc, Marx insiste sur le fait suivant. Le capitaliste qui produit la plus-value, qui extrait du travail de l'ouvrier, du travail non payé, fixé dans les marchandises, se l'approprie en premier, mais il n'en reste pas le dernier possesseur. Il doit au contraire le partager avec d'autres capitalistes qui accompagnent d'autres fonctions, le propriétaire foncier, etc. Et ajoute-t-il, la plus-value se scinde donc en différentes parties, en fragments, qui échouent à différentes catégories de personnes, mais ça ne change rien au fait que la plus-value n'apparaît que dans la sphère de la production. Quel rapport avec ce qui est écrit dans Comment faire? Le rapport est celui-ci. Quand on lit la brochure Comment faire, je l'ai lu et relu attentivement, cette espèce de flou sur où apparaît la plus-value a quelque chose d'étrange. Pour qui a lu Marx, c'est tellement évident que la plus-value, elle est dans l'exploitation du travail salarié, même si elle est réalisée dans la sphère de la réalisation. Vous demandez pourquoi cette confusion? On ne sait pas bien où c'est produit, on ne sait pas bien où c'est réalisé.
Et en fait, ce qui a tendance à être estompé, effacé, affaibli, c'est l'élément suivant. Si dans le système capitaliste, la source de toute richesse nouvelle est la plus-value, c'est parce que cette plus-value est extorquée à l'ouvrier exploité quand il produit les marchandises. Mais comment est-ce que ceci est possible ? Ceci est possible pour une seule raison, sur laquelle Marx explique à l'envi, c'est que le système capitaliste se caractérise par la propriété privée des moyens de production. Or, si on a ça en mémoire, et qu'on relit une deuxième fois la brochure « Comment commencer ?» en cherchant où il est question de la propriété privée des moyens de production, on s'aperçoit de ce qui est étonnant pour des gens qui se réclament de Marx. Nulle part, on ne trouve mention de la propriété privée des moyens de production. Et là, on a un début d'explication du mystère. Pourquoi cette confusion entre sphère de la production, sphère de la circulation ? Parce qu'on n'arrive pas bien à trouver d'où vient la plus-value. Mais la plus-value, camarades, c'est la sueur et le sang de l'ouvrier et rien d'autre. Et rien d'autre. Si le capitaliste, pour fabriquer des chaussures, il va intégrer l'équivalent de 10 € de cuir dans la paire de chaussures, eh bien il aura acheté pour 10 € de cuir et il retrouvera 10 € de cuir dans la paire de chaussures. Ça ne change rien. Si l'usure de la machine s'incorpore pour 2 € dans chaque paire de chaussures, eh bien elle s'incorporera dans chaque paire de chaussures. Ça n'ajoute rien. La seule marchandise qui ajoute de la valeur à la marchandise produite, c'est la force de travail du prolétaire, parce que le capitaliste peut l'utiliser plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour remplacer son salaire. Si cet aspect est estompé, si on oublie de parler de la propriété privée des moyens de production, alors on ne peut pas comprendre comment la classe ouvrière va se libérer. Dans le système capitaliste, il n'y a plus-value que parce qu'il y a d'un côté une classe qui possède les moyens de production et face à elle, une autre classe qui ne possède que sa force de travail. En système capitaliste, la classe qui n'a que sa force de travail est obligée de la vendre à la classe qui possède les moyens de production parce qu'elle n'est plus en situation de produire par elle-même ce dont elle a besoin pour survivre. Nous sommes à un stade où la division du travail fait que nous sommes incapables les uns et les autres de produire nos moyens de subsistance. Nous sommes tenus de vendre notre force de travail, de toucher un salaire et avec ce salaire, d'acheter les moyens de subsistance nécessaires. C'est pour ça d'ailleurs qu'en système capitaliste, vous savez qu'une des libertés les plus importantes, c'est la liberté qui est la mienne de travailler ou pas. C'est une liberté totale. Le capitaliste ne peut pas m'obliger à travailler. Le seul problème, c'est que si je ne travaille pas, je n'ai plus qu'à me laisser mourir de faim. Mais c'est la liberté. Liberté pour le capitaliste d'entreprendre, liberté de m'embaucher ou de me licencier, ma liberté à moi de me faire embaucher ou de me faire licencier. Donc en système capitaliste, il est décisif de comprendre la signification de la propriété privée des moyens de production. Tout en découle. Alors, comment vous dire ? Aussi bien dans la brochure « Comment commencer » que dans les discours et... Comment faire, excusez-moi. Je sais pourquoi je dis « Comment commencer » parce qu'il y a un texte de Lénine qui s'appelle précisément « Par où commencer ?» Donc, je m'excuse de confondre Lénine avec les camarades Mélenchon, Montpas et compagnie. Je ne voudrais vexer ni les uns ni l'autre, donc je reviens à ma préoccupation. Mais tu as raison de me corriger. Dans ces différents textes, on sent bien que Mélenchon et les autres responsables de la France insoumise tournent autour des définitions de Marx. Tournent autour, si vous le regardez d'un peu loin, vous dites, finalement, oui, c'est bien ça. Par exemple, Mélenchon, il dit le capitalisme, ça c'est lors de son intervention à l'Institut La Boétie le 9 avril,
Il dit c'est un rapport social au sens où une classe sociale en domine une autre, c'est juste, en exploitant son travail, c'est juste, c'est-à-dire en s'appropriant d'une manière privée le surproduit social qui est fait dans le travail, ce qui est juste aussi. Et il dit l'exploitation, c'est l'appropriation privée par une classe de ce surproduit. Tout ça est juste. Mais ça ne décrit pas que le capitalisme. Le fait qu'une classe sociale en domine une autre et lui vole son surproduit social, c'est vrai aussi pour l'esclavage. Le propriétaire d'esclaves fait travailler son esclave et s'accapare tout le surproduit social, c'est-à-dire il lui laisse juste de quoi pas crever de faim. C'est vrai aussi pour les rapports sociaux à l'époque du féodalisme. Le seigneur fait travailler sur sa terre le serf, il va s'accaparer le surproduit social. Donc en soi, le fait qu'une classe en domine une autre et lui vole le surproduit social n'est pas une caractéristique du capitalisme. La caractéristique du capitalisme, c'est la séparation du producteur et des moyens de production. Et cette séparation, elle est décisive. C'est elle qui fait que le producteur est dans l'impossibilité de disposer des richesses qu'il produit. Précisément parce qu'il ne peut produire qu'avec des moyens de production qui ne lui appartiennent pas. Donc cette caractéristique spécifique du capitalisme, ce n'est pas que le capitaliste pique du surproduit social à l'ouvrier, c'est le fait qu'il soit propriétaire privé des moyens de production qui lui permettent de le faire. Aux yeux de Marx et Engels, cette précision est d'une importance cruciale, car il découle de cette précision les tâches que s'assignent les communistes, pour reprendre la formulation de Marx. Ainsi, dans le manifeste du Parti communiste de 1847-1848, ils écrivent la chose suivante. Ce qui caractérise le communisme, ce n'est pas l'abolition de la propriété en général, mais l'abolition de la propriété privée. Et ils ajoutent, la propriété privée, c'est la dernière et la plus parfaite expression du mode de production et d'appropriation basé sur les antagonismes de classe, sur l'exploitation des uns par les autres. En ce sens, les communistes peuvent résumer leur théorie dans cette formule unique, abolition de la propriété privée. J'insiste là-dessus. Il faut lire Le Capital, indispensable, surtout vous les jeunes, parce que c'est passé un certain âge, c'est plus dur à retenir, quoi. Donc, les vieux peuvent le lire aussi, mais ça prendra plus de temps, quoi. C'est bon. Non, il faut lire Le Capital, vraiment. Un jeune aujourd'hui qui s'intéresse au mouvement ouvrier, qui s'intéresse au marxisme, il prend le temps, il le lit, il prend des notes, il réfléchit. Je crois que c'est utile. C'est utile pour comprendre la société, c'est utile pour comprendre les mécanismes, puis c'est même utile intellectuellement. Mais dans le manifeste du Parti communiste, qui est beaucoup plus court et qu'il faut lire aussi, se trouve donc cette formule très concentrée. Les communistes peuvent résumer leur théorie dans cette formule unique, abolition de la propriété privée. S'il y a une chose que vous devez retenir de ce vendredi marxiste, une seule, c'est celle-là. N'est communiste que celui qui est et qui combat pour l'abolition de la propriété privée. Et Marx et Engels précisent un peu plus loin, quand on parle de l'abolition de la propriété privée, c'est pas l'abolition de votre... je ne sais pas quoi, de votre garde-robe, de votre collection de disques, de votre bibliothèque ou que sais-je encore, c'est l'abolition de la propriété privée des moyens de production. Et ils expliquent la signification de cela. Je les cite encore dans le manifeste du Parti communiste. La révolution communiste est la rupture la plus radicale avec le régime traditionnel de la propriété. J'insiste, la révolution la plus radicale, la rupture la plus radicale. La première étape dans la révolution ouvrière est la constitution du prolétariat en classe dominante, la conquête de la démocratie. Donc tout commence par le fait que la classe ouvrière prend le contrôle politique de la société, devient la classe dominante.
Le prolétariat se servira de sa suprématie politique pour arracher petit à petit tout le capital à la bourgeoisie. Ce n'est pas une discussion à l'amiable sur le partage entre les coopératives et l'économie mixte. Hein. Non, non. Arracher petit à petit le capital à la bourgeoisie. Pour centraliser tous les instruments de production entre les mains de l'État. Tous les instruments de production entre les mains de l'État. Toutes les usines, toutes les machines, toutes les sources d'énergie. C'est-à-dire du prolétariat organisé en classe dominante pour augmenter au plus vite la quantité des forces productives. Cela ne pourra naturellement se faire au début que par une violation despotique du droit de propriété et du régime bourgeois de production. Je répète, cela ne pourra se faire au début que par une violation despotique du droit de propriété et du régime bourgeois de production. Donc quand on cite Marx, il serait bon de citer tout Marx, en tout cas l'essentiel. Marx, ce n'est pas une vague façon d'aborder les rapports d'oppression avec une plus-value dont on ne sait pas bien où et comment elle surgit, mais qui finalement ressemble beaucoup au mode féodal, au mode esclavagiste. Tout ça, c'est des modes d'exploitation. Non. Il faut que le prolétariat n'hésite pas à se livrer à une violation despotique du droit de propriété et du régime bourgeois de production. Nous, militants de la 4e internationale, qui nous réclamons la tradition communiste de Marx et Engels, nous construisons un parti révolutionnaire pour aider la classe ouvrière à opérer une violation despotique du droit de propriété. Nous le revendiquons, nous l'inscrivons sur notre drapeau. Et une violation despotique du régime bourgeois de production. Qui peut croire que tout ça va se faire à l'eau de rose, en gants beurre frais? Mais je vous en prie, prenez les moyens de production, nous les avions jusqu'à présent, vous voulez les prendre, on vous les offre. Personne ne peut croire ça, camarades. Il suffit de voir comment la classe capitaliste défend ses intérêts aujourd'hui avec quelle barbarie. En Iran, au Liban, en Palestine. Comment, dès que ses intérêts sont en cause, elle est prête à assassiner les gens, quels qu'ils soient, à leur envoyer des missiles, à les détruire physiquement. Qui peut croire un seul instant que tout ça va se faire à l'amiable? Non, non. Violation despotique du droit de propriété. Et les travailleurs qui subissent l'oppression, l'exploitation, le massacre et la tyrannie des despotes en tout genre depuis des siècles ont quand même le droit de se fixer l'objectif d'opérer leur propre violation despotique du droit de propriété. Alors, je le répète, Marx n'appartient à personne. Les auteurs de Comment faire, je ne veux pas me tromper, ont évidemment le droit, comme chacun, de picorer dans Marx ce qui leur semble utile, et puis de laisser de côté ce qui ne leur convient pas. Mais j'ai cherché vainement et je n'ai trouvé nulle part dans leurs écrits, pourtant abondants et rédigés dans un style puissamment théorique, je n'ai trouvé nulle part l'explication du miracle par lequel la plus-value décrite par Marx comme surgissant dans la seule cristallisation de la valeur de la marchandise sur la base du travail gratuit extorqué à l'ouvrier, comment, par quel miracle, cette plus-value peut suinter d'un peu partout de mécanismes obscurs qui ne sont pas expliqués. Pas davantage n'est expliqué ne sont expliquées les raisons pour lesquelles ce texte ne formule jamais la perspective de l'abolition de la propriété privée des moyens de production. Jamais, nulle part. Lisez-les, ces textes. Hein. Moi, je les ai lus. Je ne vois pas pourquoi je serais le seul à lire ces trucs-là. Alors, camarades, quiconque a lu Marx sait l'importance que Marx accorde à définir ce qu'il appelle les lois du capital. Excusez-moi, mais il faut que je surveille l'heure. Voilà. En particulier, pour les camarades qui ont fait des GER, Marx définit la loi de la valeur, la théorie de la plus-value, la loi de la baisse tendancielle du taux de profit. Et tout au long du Capital, Marx montre que le capitalisme répond à des lois, il se confronte à ses propres contradictions, il est confronté à des crises,
qui au départ ont eu un caractère cyclique, et puis qui, au fur et à mesure, je dirais, du développement du capitalisme, plus le capitalisme s'est développé, plus il a été confronté au développement de sa crise, non pas comme des crises conjoncturelles, mais comme des crises dont on peut dire qu'elles sont consubstantielles à l'existence même du capitalisme, on dirait aujourd'hui des crises systémiques, et qui ont une raison fondamentale. Si le capitalisme est en crise, c'est parce qu'il y a une contradiction, et là vous le voyez bien aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, entre la capacité du capitalisme à développer les forces productives à l'infini, je veux dire, en permanence, de nouvelles découvertes, de nouvelles inventions permettent de produire plus vite, plus largement. La contradiction entre cette capacité à développer les forces productives de manière apparemment illimitée et le caractère limité du marché dans le système capitaliste pour absorber les nouvelles richesses. Et cette contradiction, c'est elle qui aboutit à des crises de plus en plus violentes que la classe capitaliste ne peut résoudre que par les moyens les plus violents. Et quand je dis elle peut résoudre, c'est-à-dire qu'il faut détruire toutes les forces productives en excédent. Marx déjà écrit dans le manifeste, il dit il y a trop de machines, il y a trop de marchandises, il y a trop de tout, et il y a trop d'êtres humains. Lénine, 50, 60 ans après, expliquera qu'à l'époque de l'impérialisme, la classe capitaliste n'est capable de répondre à sa crise que par les guerres, les révolutions, les destructions les plus importantes, qui sont l'expression du déclin du capitalisme. Trotsky, à son tour, dans l'introduction au programme de transition de la 4e internationale, dit que le capitalisme est arrivé à un tel stade de déclin que les forces productives ont cessé de croître. Et puis nous-mêmes, on est capable de mesurer aujourd'hui à quel point le capitalisme ne se développe que sur la base de la destruction massive du genre humain et des forces productives en excédent. Mélenchon a un autre point de vue. Pour lui, le capital connaît des crises périodiques qu'il situe à peu près tous les 12 ans. C'est ce qu'il explique à l'Institut La Boétie. Et il dit ceci, le capitalisme est capable de se nourrir de ses propres turpitudes, il provoque des destructions, il s'enrichit à réparer. Il dit on n'a pas à attendre la révolution, la réaction populaire de tout ça, parce que bon, personne n'est content quand tout s'écroule, et puis hop, la machine se remet en route. Le capitalisme, ça serait donc une économie sociale, voilà, on détruit massivement, puis hop, ça redémarre. Il répète d'ailleurs à l'Institut La Boétie, le capitalisme ne s'effondrera pas de lui-même, rien ne peut le faire disparaître d'autre que la volonté de le faire disparaître, sauf naturellement si entre-temps il a détruit l'humanité elle-même, auquel cas, bon, l'affaire est réglée. Moi, camarade, quand j'ai entendu ça, j'ai quand même été stupéfait de la légèreté avec laquelle le camarade Mélenchon envisage l'hypothèse de la barbarie détruisant purement et simplement l'humanité. Sauf naturellement si entre-temps il a détruit l'humanité elle-même, auquel cas l'affaire est réglée. Écoutez, toute l'histoire du capitalisme, depuis la nuit des temps, c'est l'histoire de la destruction de pans entiers de l'humanité. D'abord pour permettre l'accumulation primitive, le massacre des paysans en Angleterre et en France, puis la traite négrière, le massacre des populations indigènes en Amérique latine, puis tout ce qui a découlé de la traite négrière, et puis la colonisation, et puis la première guerre impérialiste et ses dizaines de millions de morts, la deuxième guerre impérialiste avec la Shoah, et puis plus près de nous, le génocide à Gaza, les 8 millions de morts dans la guerre en République démocratique du Congo. Rosa Luxembourg disait « ce sera ou bien le socialisme ou bien la barbarie ». C'est quand même ce à quoi nous assistons. Lénine a expliqué que l'impérialisme, si un coup d'arrêt n'était pas porté, conduisait l'humanité à sa perte. Trotsky écrit « Sans révolution socialiste, et cela dans la prochaine période, la civilisation humaine tout entière est menacée d'être emportée ». Et tout cela est balayé d'une espèce de chiquenaude par Jean-Luc Mélenchon, sauf naturellement si entre-temps, ils ont réussi à détruire l'humanité. Et auquel cas, l'affaire est réglée. Camarades, nous ne nous situons pas sur le même terrain. Et ce que je dis là n'est pas une condamnation morale, c'est un jugement politique.
Cette légèreté est incroyable. Elle est insoutenable. Pour les révolutionnaires que nous sommes, c'est au contraire la menace de la destruction du genre humain et de son environnement qui est le moteur de l'engagement dans le combat révolutionnaire. C'est la conviction que l'action organisée des masses opprimées et exploitées du monde entier a la capacité d'empêcher la barbarie, donc d'empêcher la destruction du genre humain, d'empêcher la destruction de l'environnement. Nous combattons et nous sommes organisés pour combattre contre la barbarie, et évidemment pour le socialisme. Le document Comment faire introduit au passage le fait que nous serions toujours dans le capitalisme, mais quand même dans un nouveau mode d'accumulation. Il est écrit le mode d'accumulation capitaliste est aujourd'hui remplacé. Un nouveau régime d'exploitation et d'accumulation capitaliste que l'on appelle le néolibéralisme forme un tout. Pourquoi pas ? Mais nous avons appris chez Marx, justement, que la succession des modes de production ne tombe pas du ciel, ce n'est pas une décision subjective, c'est qu'il arrive un stade où un mode de production a épuisé sa capacité historique à développer les forces productives et où il cède la place à un mode de production supérieur. C'est le cas, par exemple, du capitalisme se substituant au féodalisme ou le féodalisme se substituant à l'esclavagisme, pour ne prendre que ces exemples connus. Donc d'un seul coup, il y aurait un nouveau mode de production, le néolibéralisme qui se serait substitué au capitalisme. Dans quelles conditions est-il apparu ? On a beau lire et relire le document Comment faire, il n'y a aucune réponse à ça. On apprend en revanche que dans le même mouvement où le néolibéralisme a remplacé le capitalisme, le peuple a remplacé la classe ouvrière. Et c'est dit, voilà, contrairement à la classe ouvrière, le peuple ne se définit pas uniquement par sa place dans la production marchande, il s'agit d'un agrégat social dont la coagulation politique vient de sa dépendance à l'ensemble du processus de circulation par lequel se réalise concrètement l'accumulation capitaliste. Si vous avez du mal à imprimer tout ce que je viens de dire, je vous le résume en français facile. Avant, il y avait la classe ouvrière qui se définissait par sa place dans les rapports sociaux de production. Elle était exploitée, elle produisait de la plus-value. Maintenant, cette classe ouvrière est remplacée par un agrégat social qui se définit par sa dépendance à l'ensemble du processus de circulation. C'est tellement général qu'on ne voit plus où est la source de la plus-value, on ne voit plus où est l'exploitation. Vous savez, une espèce de tour de passe-passe, là, comment ça s'appelle ? Le bonneteau. Il y avait la classe ouvrière, elle n'y est plus. Là, il y a le peuple, il n'y a plus de plus-value, il n'y a plus d'exploitation. Où est-ce que c'est passé ? On ne sait plus. Et cette substitution du néolibéralisme au capitalisme, du peuple à la classe ouvrière, a un certain nombre de conséquences. Ça a des conséquences notamment sur la revendication. Je l'ai rappelé tout à l'heure, pour Marx, pour Engels, pour la 4e internationale, la revendication, c'est abolition du régime de la propriété privée, appropriation collective des moyens de production, socialisation des moyens de production, en un mot, socialisme. Cela devient aujourd'hui, je vous cite le passage tiré de Comment faire, page 10, le peuple réclame la répartition des richesses dès la production, mais aussi dans toutes les étapes suivantes de la réalisation de la valeur contribuant à l'accumulation du capital. La répartition des richesses, ce n'est pas l'appropriation des moyens de production. D'ailleurs, la répartition des richesses, elle existe. Quand le capitaliste reconnaît à l'ouvrier le droit de toucher un salaire, il dit, voilà, il y a une partie des richesses produites qui vise à remplacer ton salaire. Il le répartit le moins possible pour l'ouvrier, le plus possible pour ses profits. Si une grève générale ou la lutte de classe l'oblige à augmenter la part du salaire, il le fera. La répartition sera modifiée. Donc la répartition, elle existe. Mais la répartition, ce n'est pas la fin du capitalisme. C'est une espèce de curseur qui peut se déplacer dans un sens ou dans un autre. Et le texte ajoute, le peuple met en cause aussi la conception même de la production et de son utilité. Il met à l'ordre du jour la gestion collective des biens communs et les relations entre les personnes, etc. Donc d'une part, le peuple ne revendique plus l'appropriation collective des moyens de production, revendication traditionnelle du mouvement ouvrier. D'autre part,
le peuple revendique la gestion collective. On est loin quand même du mot d'ordre expropriation des expropriateurs, fin de la propriété privée des moyens de production. Alors, je ne doute pas qu'il y aura des camarades dans la salle et de bonne foi ou ailleurs qui diront bon d'accord, mais enfin vous chipotez, tout ça, ça se ressemble quand même, c'est pas loin, ça va dans le bon sens, d'accord. Mais enfin, allez discuter le bout de gras avec le gérant de la supérette à côté de chez vous. Demandez-lui si c'est pareil de gérer la supérette ou d'être PDG de la multinationale qui la contrôle. Demandez-lui si c'est équivalent. C'est pas pareil. Gérer et être propriétaire, c'est pas pareil. Et c'est vrai aussi pour les moyens de production. Nulle part dans les 88 pages du document, on ne trouve ni propriété privée des moyens de production, ni socialisation des moyens de production. Pas plus, bien sûr, la nécessité pour la classe ouvrière de s'en emparer. D'ailleurs, le document précise la conception qu'a la France insoumise de la propriété des moyens de production. Je vous lis le passage de la page 47. Dans la théorie de l'ère du peuple, la révolution citoyenne met à l'ordre du jour la reprise de contrôle populaire sur la société par des institutions démocratiques dont les mandatés sont révocables. Très bien. Quant au régime de la propriété, elle distingue plusieurs formes dans le cadre d'une économie mixte, où l'on trouve des biens communs inaliénables, des entités publiques, des coopératives et des entreprises privées. La hiérarchie des normes juridiques place en tête la coopération et l'entraide plutôt que la concurrence libre et non faussée. Pour achever avec ces définitions générales, le but affiché est une société d'harmonie. Eh bien, au risque de décevoir les camarades de la France insoumise, une société d'harmonie dans laquelle coexistent la classe capitaliste, son système d'exploitation et des coopératives et toute autre forme de service public, c'est tout sauf une société d'harmonie. Pourquoi ? Pour une raison très simple. Marx dit dans le Capital, je crois dans le livre premier, il dit c'est quoi le capital ? C'est de l'argent toujours bourgeonnant. Beaucoup de camarades m'ont déjà entendu citer ça, parce que je trouve que cette description parle bien d'elle-même. C'est de l'argent qui bourgeonne toujours. Il n'y en a jamais assez. J'ai 1 000 €, il faut qu'ils produisent 1 200. J'en ai 1 200, il faut qu'ils produisent 1 500. Et quand j'en ai 1 500, il faut qu'ils produisent 3 000. Et ça ne s'arrête jamais. Je ne dis pas que ça marche toujours, mais moi, comme capitaliste, c'est ça que je dois faire. Donc c'est de l'argent toujours bourgeonnant. Si vous êtes dans une société où vous n'avez pas suivi l'excellente recommandation des camarades Marx et Engels qui disent « il faut arracher la propriété à la classe capitaliste », l'arracher. Si vous n'avez pas fait ça et que vous êtes dans une société dans laquelle coexistent des coopératives, des sociétés publiques, et puis la propriété privée des moyens de production, que vont faire ceux qui sont propriétaires des moyens de production en privé ? Ils vont chercher à étendre leur emprise. Ils vont en permanence chercher à privatiser d'autres secteurs. D'ailleurs, c'est ce que nous connaissons, non ? Nous sommes d'une certaine manière dans une société dans laquelle il y a des services publics qui ont été imposés par la classe ouvrière et puis un autre développement du capitalisme. Il y a une sécurité sociale imposée par la classe ouvrière. Et puis il y a des entreprises privées. Que font par exemple les entreprises privées des banques ? Elles vous disent votre système de retraite, là, par répartition, il est pourri, il est en train de se casser la figure. Nous vous proposons des assurances privées. Que font les capitalistes sur la sécurité sociale ? Ils s'arrangent pour ne pas payer les cotisations. La Sécu paraît-il en déficit. Donc il va falloir passer à des assurances privées. Que font les capitalistes avec l'école ? Ils font tout pour que le gouvernement réduise le budget de l'éducation nationale à 3 fois rien. Ensuite, ils disent, voyez, l'école n'instruit plus nos enfants, il n'y a plus d'enseignants, il n'y a plus de surveillants. Par contre, les écoles privées, c'est formidable. Donc, en permanence, dans la société où nous vivons, il y a une lutte entre ceux qui veulent privatiser l'économie pour en faire une source de profit, et puis ceux qui, le mouvement ouvrier en principe, cherchent à défendre ce qui a été arraché. Mais ça ne peut pas être autrement aussi longtemps que la propriété n'a pas été arrachée des mains de la classe capitaliste
pour être la base de la réorganisation de la société. Donc, si l'objectif de la France insoumise, c'est que cette situation perdure avec, on le comprend, et j'en doute pas, un peu plus de public et un peu moins de privé, mais toujours dans ce système. Et comment ça sera une société d'harmonie? Non, ça sera une société de lutte de classe. Et les capitalistes chercheront en permanence à reprendre le contrôle de ce qui leur a échappé. Et puis, selon le rapport de force, ils y arriveront ou ils n'y arriveront pas. En quoi ça modifie la situation actuelle? En rien. La seule manière de modifier la situation actuelle, c'est de suivre les conseils de Marx et Engels, arracher la propriété des mains de la classe capitaliste. C'est d'imposer par la lutte de classe la dictature de la classe ouvrière, expropriant la classe capitaliste et réorganisant toute l'économie pour répondre aux besoins du plus grand nombre et non pas aux exigences des spéculateurs et des profiteurs. Alors, il est clair sur cette base, et on pourrait faire de nombreuses citations, il est clair que l'objectif de la France insoumise n'est en rien celui des militants de la 4e internationale. Leur objectif est un aménagement des conditions d'exercice du système capitaliste, avec sans doute des mesures plus progressistes. Nous sommes, nous, partisans de l'appropriation collective des moyens de production et d'expulser la classe capitaliste du privilège qu'est le sien à l'heure actuelle, qui est de constituer du profit sur la base du sang et de la sueur de l'ouvrier, et qu'on ne nous dise pas que c'est pas vrai, que c'est encore le cas, que ça a changé, c'est le néolibéralisme, etc. Oui, enfin, d'accord, c'est le néolibéralisme, tout ça a vachement changé. En 2024, les entreprises du CAC 40 en France ont versé 100 milliards d'euros à leurs actionnaires. Alors depuis, il y a la crise, la guerre, ça va pas bien. Donc en 2025, ils ont versé 107 milliards. C'est-à-dire que crise, pas crise, ça va bien, ça va mal, les profits sont toujours en augmentation. Quant à la capitalisation boursière des 100 plus grosses entreprises du monde, vous savez, c'est donc la valeur qui est la leur si on totalise l'ensemble des actions qui les constituent. Les 100 plus grosses entreprises mondiales ont battu un nouveau record de capitalisation. C'était quand ça? C'était le 6 mai, donc c'est hier, avec un record de valorisation à 51 800 milliards de dollars. Ça vous dit rien, moi non plus, mais enfin ça dit quelque chose d'important. Hein. Donc, qu'on nous dise pas que c'est pas comme avant, qu'il n'y a pas de profit, il n'y a pas de multinationales, il n'y a plus de capitalistes en chapeau de forme, etc. Non, non, il y a des types normaux, habillés comme vous et moi, un peu mieux, derrière des bureaux et des ordinateurs, et puis qui amassent du pognon. Ça, par contre, comme jamais les capitalistes en haute forme n'en avaient ramassé. Hein. Et puis il n'y a plus d'ouvriers en bleu de chauffe, d'abord il y en a quand même, et puis il y a par contre des techniciens, des ingénieurs habillés comme vous et moi, payés au SMIC, et à qui on exige qu'ils travaillent 60 heures par semaine. Donc il y a toujours des travailleurs exploités qui suent de la plus-value, et il y a toujours des capitalistes qui amassent les profits. Alors, cette remise en cause par la France insoumise, pour ça que, je m'excuse, je suis un peu long, mais c'est pour essayer de bien faire comprendre le mécanisme. Vu de loin, ça ressemble à ce qu'on raconte. Marx, Lénine pas trop, Trotsky un petit peu, et encore pour dire des vacheries, Marx surtout, hein, bon. Et puis le capitalisme, tout ça, d'accord. Et puis, quand on rentre dans le détail, c'est quand même très différent. Par exemple, à la page 30 du document Comment faire, je lis un titre, « Le mouvement ouvrier a échoué ». Donc ça, au moins, c'est catégorique. Le mouvement ouvrier a échoué. Alors, certes, oui, nous le savons, les organisations qui dirigent traditionnellement le mouvement ouvrier, elles ont renoncé à abattre le capitalisme, c'est vrai. Donc le mouvement ouvrier a été affaibli, c'est indiscutable. Mais comme le mouvement ouvrier a échoué, pour la France insoumise, il y a une conséquence, c'est que tout le monde doit se rassembler dans un vaste mouvement social. Hein. Avant, c'était le mouvement ouvrier avec la classe ouvrière. Maintenant, c'est le mouvement social avec le peuple. Hein. C'est des catégories qui se répètent. Ce mouvement social, c'est un mouvement, c'est une vaste catégorie aux contours informes, au contenu le plus flou, dans lequel il y a des bouts de syndicats, des bouts de partis politiques, des associations, des organisations, des individus, des élus, etc. Et tout ça, ça forme un vaste mouvement social dont la direction est quelque part, non pas dans les cieux, mais quelque part dans les sommets invisibles de la France insoumise. Mais
ce que je dis là n'est pas une exagération. C'est revendiqué. Ainsi, le 30, dans le débat qu'il a opposé, entre guillemets, au philosophe Lordon, voilà ce que dit Mélenchon. Quand on a décidé qu'on commençait ce qu'on faisait, on s'est dit qu'on reconstruit tout de zéro parce qu'il n'y a plus rien, ni la doctrine, ni les partis, ni les organisations. C'est clair, il n'y a plus rien, ni les organisations. En plus, le mouvement social qui nous fait la gueule, bon d'accord, tout ça est absurde, donc sur quelle force s'appuyer? C'est là que je viens comme stratège et comme organisateur. On pourrait rajouter comme stratège et organisateur modeste. Hein, je crois qu'on pourrait dire ça. Bon, c'est là que je viens comme stratège et organisateur, s'appuyer sur rien, sinon mobiliser le plus grand nombre possible en inventant une nouvelle forme politique qui n'est pas un parti révolutionnaire, mais qui soit en quelque sorte un parti-mouvement, un mouvement qui soit lui-même le mouvement social. Donc, ça peut sembler confus, mais derrière la confusion, il y a quelque chose. Un vaste mouvement sans aucune différenciation de classe, et c'est dit à plusieurs reprises, un vaste mouvement, en gros, de tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, alors c'est très vaste, et ce vaste mouvement social, au sommet, la France insoumise. L'objectif est de mobiliser le plus grand nombre possible en inventant une nouvelle forme politique, dont Mélenchon dit quelque part que c'est toutes les formes de résistance au capitalisme. On voit se dessiner une conception d'un mouvement parti-mouvement, mouvement social qui chapeaute, qui kidnappe, qui s'approprie toutes les formes du mouvement social, incluant les syndicats, et qui va jeter toutes ses forces dans la campagne présidentielle, on l'a bien compris. Alors c'est vrai que depuis la chute de l'Union soviétique, toutes les formes d'organisation de la classe ouvrière ont été remises en cause. Parfois elles ont disparu. Des partis entiers, socialistes, communistes, qui étaient extrêmement puissants, ont disparu totalement. D'autres sont réduits à l'état de groupuscules. Je n'en citerai aucun pour vexer aucun camarade dans la salle, mais c'est vrai. Mais pas tous. Il existe encore, par exemple en Europe, de puissants partis socialistes ou sociodémocrates, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en Grande-Bretagne. Donc on ne peut pas d'un coup dire tout ça a disparu, c'est plus compliqué. Et puis surtout, dans tous les pays, il existe des syndicats. Là aussi, il existe des syndicats sans doute affaiblis par l'orientation pour le moins discutable, pour ne pas dire plus, de leur direction. On le voit bien en France, hein, depuis 2 ans et demi, tous les syndicats, et je n'en exclus aucun, se sont mis d'accord pour protéger le gouvernement Macron. Il doit rester en place. Il ne faut surtout rien qui le dérange. On en est à plus de 3 ans sans manifestation nationale, sans grève nationale. Bon, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Hein. Il y a une espèce de rempart de protection de Macron sur le plan de la classe, c'est certain. Mais il n'empêche qu'il y a des syndicats, malgré tout. Et que les travailleurs, où que ce soit dans ce pays, dans le public, dans le privé, dans n'importe quelle région, quand ils ont des revendications, ils vont taper à la porte du délégué syndical, puis ils l'emmènent avec lui pour aller chez le patron. Et puis quand il y a des bagarres, quand il y a des grèves, il faut venir les syndicats. Ces syndicats, est-ce qu'aujourd'hui, qui sont menacés évidemment, est-ce qu'aujourd'hui il faut se situer du côté de ceux qui les défendent ou de ceux qui les liquident? Ça, c'est pas une question abstraite, idéologique. Nous considérons que les syndicats, de par leur histoire, sont le produit organique du mouvement de la classe ouvrière. Ils sont en quelque sorte de la conscience de classe cristallisée, même si les dirigeants, eux, les conduisent ailleurs. Trotsky disait « ce sont des bastions de la démocratie prolétarienne insérés dans les interstices de la société bourgeoise et luttant contre elle ». Je trouve que cette définition est assez complète. Et pour cette raison, il est évident que quiconque combat pour le socialisme, pour la libération de la classe ouvrière, doit défendre l'existence des organisations syndicales, non pas de la politique des dirigeants, mais des syndicats eux-mêmes. Et défendre, pas comme un objectif en soi, mais parce que ces syndicats sont un élément de la puissance organisée de la classe ouvrière, qui a la capacité d'en finir avec l'exploitation. Pour cela, il faut qu'elle puisse engager son propre mouvement, et ça suppose qu'elle défende ses propres organisations. Maintenant, si l'objectif est autre, si l'objectif n'est pas celui que je viens d'évoquer, si l'objectif est de mettre en place une société d'économie mixte, dans le cas du régime de la propriété privée des moyens de production, que dans ce cas, tout repose sur une stratégie présidentielle, alors pourquoi pas un vaste mouvement parti-mouvement, mouvement social,
Mais la conséquence pratique, c'est que les partisans de ce vaste mouvement social sont aujourd'hui en guerre dans les syndicats, je parle des membres du CCI, pour soumettre les syndicats à la direction de la France insoumise. Cette lutte est déstabilisatrice, dislocatrice pour les syndicats, dont il est exigé qu'ils se mettent au service de la France insoumise. Alors, à la question posée, que veut la France insoumise? On a vu, dans ce qui précède, qu'elle ne veut pas le socialisme. Ça, c'est clair. Son objectif économique, c'est plutôt, dans le meilleur des cas, une société d'économie mixte dont on comprend qu'elle ne peut pas être stabilisée comme telle, mais qu'elle sera secouée par la lutte de classe. Comment la France insoumise elle-même définit-elle son objectif fondamental, hein? Laissons-les parler. Pages 63 et 64 de Comment faire, il est indiqué la chose suivante. L'objectif final est de permettre au peuple de s'auto-constituer lui-même comme acteur politique. La révolution citoyenne se conclut politiquement dans la tenue d'une assemblée constituante, reformulant l'ensemble des institutions du pays concerné au service des objectifs écologiques et sociaux de la révolution. On note que l'objectif final, c'est la constituante. Après, terminus, tout le monde descend, il n'y a plus rien à faire. D'ailleurs, c'est répété en page 9 du même document. L'accomplissement du processus historique, c'est la révolution citoyenne. Les insoumis agissent au service de l'aboutissement positif de ce processus. Leur méthode est l'auto-organisation populaire et la convocation d'une assemblée constituante comme paroxysme au terme d'un processus où le peuple définit ses droits politiques, etc. L'élection d'une assemblée constituante serait donc le paroxysme. Le paroxysme en français, ça veut dire le point le plus élevé d'un processus. Donc, c'est quoi l'assemblée constituante? Dans le meilleur des cas, ça peut être le point de départ du processus d'émancipation. Le point de départ, peut-être. L'assemblée constituante, ça suppose que les représentants du peuple, démocratiquement élus, mandataires, révocables, puissent définir les formes des institutions. Elle a une tâche politique, éventuellement une tâche de contenu social, pas toujours. Mais enfin, l'Assemblée constituante ne peut pas être le paroxysme d'un processus révolutionnaire, parce que l'Assemblée constituante, elle peut par exemple parfaitement décider de mettre en place un régime plus démocratique que la Ve République, sans toucher à la propriété privée des moyens de production. Une Assemblée constituante qui ferait ça, elle aurait le droit de le faire. D'ailleurs, ça a existé. En 1946, il y a eu une Assemblée constituante en France. Elle a mis en place des institutions démocratiques bourgeoises mieux que la Ve République. Alors, s'agissant du régime de propriété, elle a fait des concessions, elle a mis la sécurité sociale, elle a nationalisé les chemins de fer, elle a nationalisé plein de choses. Enfin, du point de vue de la propriété privée des moyens de production, il était écrit nulle part qu'elle était abolie, évidemment. Pour les révolutionnaires que nous sommes, pour les communistes que nous sommes, le paroxysme, c'est pas l'Assemblée constituante. Le paroxysme, c'est la société sans classe et sans État. C'est le communisme. L'étape intermédiaire vers le paroxysme, si je me permets cette formule un peu bizarre, c'est le socialisme. C'est-à-dire la mise en commun de tous les moyens de production arrachés à la classe capitaliste, permettant de garantir à chacun de recevoir selon son travail dans la répartition la plus égalitaire possible. L'élection d'une assemblée constituante, dans le meilleur des cas, ne peut être que le tout petit premier point de départ de ce processus. Et encore, on peut imaginer des processus révolutionnaires prolétariens qui se dispensent de l'étape de l'assemblée constituante. Alors, je sais que j'ai un peu dépassé mon temps de parole, mais si je ne vous parlais pas de Blum et de Mitterrand, je pense que je vous cacherais des choses importantes. Alors, quel est vraiment l'objectif de la France insoumise? Bon, évidemment, tout tourne autour de l'élection présidentielle. Mais Mélenchon ne s'en cache pas, hein. Dans le débat avec Lordon lui dit « Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être élu ?» Il répond « Je vous rappelle qu'un mandat dans cette République, c'est 4 ou 6 ans. » Dans cette République, hein, il n'en change même pas. Un mandat, c'est 4 ou 6 ans. Donc tu ne peux pas dire rationnellement, je vais tout changer en 6 ans. Moi, j'aimerais bien trouver des recettes comme on fait, mais enfin, bon, c'est pas si simple. Donc, je vais faire un mandat de 5 ans, 6 ans, 7 ans dans la Ve République. Bon. On a bien compris que c'est pour mettre en place un gouvernement qui ne socialise pas les grands moyens de production et d'échange. Du coup, la France insoumise sort de sa besace, si je puis dire, deux références historiques, Léon Blum et François Mitterrand.
Elle le fait en revisitant l'histoire. Et pour commencer, l'histoire du Congrès de Tours. Vous savez ou vous ne savez pas? Il y a des camarades ici qui ne savent pas qui est Léon Blum. Non, tout le monde sait qui est Léon Blum. C'est une assemblée cultivée. Ou hypocrite, selon les cas. Hein. Bon. Léon Blum, il est surtout connu pour avoir été le Premier ministre du Front Populaire en 1936, etc. Mais il y a eu une vie avant 1936. Et Léon Blum était un des orateurs socialistes lors du Congrès de Tours. Vous savez, le congrès qui a vu se séparer les communistes et les socialistes. Et donc, la France insoumise, dans le document qui s'appelle Comment faire, dans ce document, ils réécrivent l'histoire du Congrès de Tours. Et il y a tout un développement. Si vous lisez cette brochure, vous verrez, vous serez aussi étonné que moi. Ils disent, voilà, contrairement à ce qu'on a dit, le désaccord en 1920, c'était pas réformiste contre révolutionnaire. Pas du tout. Ils étaient tous révolutionnaires. Ils disent le désaccord, c'était même pas le soutien à la révolution russe, ils étaient tous pour la révolution russe. Hein, je vous le résume parce que sinon c'est trop long. Ils étaient tous pour la socialisation des grands moyens de production et d'échange. Donc c'est pas là-dessus. Le seul désaccord qu'il y avait, c'est que Léon Blum ne voulait pas être sous la discipline de l'internationale communiste. D'accord ? Il voulait pas être sous la discipline de ces internationales. Il revendiquait de Parti socialiste libre de ses mouvements en France, c'était le seul désaccord. Bon, si vous n'êtes pas au courant, vous dites, bon, peut-être... Si vous connaissez un tout petit peu l'histoire, vous savez que l'histoire de Léon Blum n'a pas commencé en 1920. Léon Blum avait rejoint le Parti socialiste bien avant la Première Guerre mondiale. Durant la Première Guerre mondiale, il a été du côté des partisans de l'Union sacrée. Et pas à n'importe quel niveau. Il a été pendant 2 ans et demi, sur 4 ans de guerre, ça fait beaucoup, c'est-à-dire d'août 1914 à décembre 1916, il a été le directeur de cabinet du ministre Marcel Samba, qui était un des ministres du gouvernement d'Union sacrée de guerre. Donc il a été un des premiers, au premier rang de la politique d'Union sacrée, social-chauvine, vive la guerre, etc., etc. Il n'en est pas question dans les 88 pages de comment faire. On dit juste que Léon Blum, il avait raison de ne pas vouloir céder à l'international communiste. Et même, c'est assez bizarre parce que quand le vote des crédits de guerre est évoqué, vous savez l'époque où les socialistes français ont décidé que les pires ennemis étaient les Allemands, et les Allemands les Français, bon... Ça devient le passage suivant que je livre à votre réflexion. Je cite, toujours dans Comment faire, « La social-démocratie allemande a fait renoncer l'internationale socialiste à la grève générale en cas de guerre au congrès de Bâle en 1912. Hein, donc c'est les Allemands qui ont foutu le bordel dans cette affaire. Le moment venu en 1914, la social-démocratie allemande votera les crédits de guerre contre la France. Les socialistes français, en réplique, feront de même. » Je vous laisse apprécier le balancement. Des Français qui auraient bien voulu rester sur une position internationaliste, parce que nous, Français, c'est un peu autre chose que les Allemands. Ces salauds d'Allemands nous ont trahis, ils ont basculé dans le vote des crédits de guerre, donc c'est la faute aux Allemands. Ça vous paraît bizarre, hein ? Moi aussi, mais c'est écrit, hein ? C'est écrit noir sur blanc. On a déjà remarqué souvent, sous la plume de Mélenchon, des accents chauvins, anti-allemands, etc. Mais là, c'est pas Mélenchon tout seul, c'est la France insoumise. Et donc, on vous réécrit l'histoire. Les sociodémocrates français ont trahi parce qu'ils y ont été poussés par ces traîtres d'Allemands, etc. Or, à travers ça, il y a un sujet qui n'est pas 1914. Il y a un sujet qui est aujourd'hui. Le camarade Paul prendra la parole après moi et il montrera comment il y a un rapport entre cette espèce de couverture du social-chauvinisme de 1914 et ce qu'il faut bien appeler le social-chauvinisme de la France insoumise aujourd'hui. Or, pour une formation politique qui se réclame de près ou de loin du mouvement ouvrier, ou en tout cas de gauche, l'attitude vis-à-vis de la guerre impérialiste n'est pas un élément parmi d'autres. C'est un élément clé.
Quiconque participe à un gouvernement d'union sacrée, quiconque d'une manière ou d'une autre vote les crédits de guerre, soutient la politique d'armement ou couvre ceux de ses collègues qui votent les crédits de guerre, bref, qui s'inscrit dans la militarisation de la société, quiconque fait cela exprime son allégeance au système capitaliste entré dans sa phase de putréfaction. Et de ce point de vue, c'est un élément majeur pour juger de la politique actuelle de la France insoumise. Ce qui l'amène finalement à s'inscrire dans les institutions, les mœurs et les traditions de la Ve République, ce que Jean-Luc Mélenchon lui-même résume d'une manière que je trouve pour ma part un peu vulgaire, dans le débat de l'Institut La Boétie, donc en avril dernier, il est amené à dessiner, le scénario de ce qui se passera quand il s'assiera dans le fauteuil de président à l'Élysée. Je vous cite le compte-rendu, il dit voilà, avant de faire ça, j'ai une bêtise, avant de faire ça, il revient sur 1980, parce que je vous ai dit qu'il était nostalgique de Blum, il est encore plus de Mitterrand. Voilà comment il raconte 1980. On gagne en 1980, on a un programme, on se tape 3 dévaluations en moins d'1 an et demi, un emprunt forcé, un contrôle d'échange. Alors bien sûr, on peut résumer l'affaire en disant c'est la faute de ceux qui dirigeaient, c'était des traîtres. Mais moi, j'ai jamais cru à un truc pareil. C'est que la nature du rapport de force du capitalisme, nous n'étions pas capables de l'analyser correctement, nous n'avions pas compris à quel point la sphère financière dominait la production réelle. Et puis il dit on n'a pas compris, donc nous on comprend que Mélenchon s'identifie à Mitterrand, c'est ça que ça veut dire, mais c'était pas des traîtres, donc il revendique la victoire de Mitterrand, le programme, il oublie le tournant de la rigueur, il oublie la suspension des conventions collectives, il oublie plein de choses. Vous savez, j'ai cité dans un édito de la TT la camarade Sophie Binet, qui, dans la déclaration qu'elle fait, rappelle que l'indexation des salaires sur les prix en France a été suspendue en 1983. Par quel gouvernement en 1983 ? Par le gouvernement Mitterrand, Parti socialiste, Ralit, Parti communiste, Rigou, Parti communiste, on oublie, bref, l'Union de la gauche. Celui dont Mélenchon se dit aujourd'hui nostalgique en quelque sorte, et qui l'exonère de leur tâche. Il aurait suffi qu'il lise Lénine et l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, il aurait compris la place de la sphère financière. Ce n'était pas une nouveauté en 1981, je crois que le problème n'est pas là. Alors, pour aller vite, un des derniers aspects de la position politique de la France insoumise, c'est le rapport avec, justement, l'action ouvrière. Dans le débat à l'Institut La Boétie, il dit la chose suivante. Qui est l'acteur de l'histoire ? Il polémique. Si c'est pas le peuple, dis-moi qui c'est, que j'aille vite les voir. À la porte des usines ? Mais enfin, tout ça, c'est une mauvaise blague. Pourquoi tout passe par les élections ? Vous comptez sur quoi en 2027 ? Sur la charte d'Amiens pour gagner ? Sur la grève générale révolutionnaire pour collectiviser l'économie ? C'est ça votre truc ? Alors pourquoi pas ? Allez-y, je vous suis. Mais ce n'est pas ça qui est à l'ordre du jour. Je préfère compter sur le fait qu'on gagne électoralement en 2027, parce que là, on aura quoi ? La légitimité du pouvoir, c'est-à-dire la volonté populaire pour dire on les a élus pour ça, alors maintenant on va le faire. Camarades, ce passage est très important. Il consiste à dire que les travailleurs n'ont aucune légitimité à agir par leur propre mouvement pour réaliser leurs objectifs, qu'ils doivent renoncer à la grève générale révolutionnaire ou pas, renoncer à toute action indépendante du prolétariat, et que la légitimité du pouvoir, c'est le vote qui le donne. Alors, Mélenchon dit, à l'Institut La Boétie, il dit « Entre réforme et révolution, il y a souvent des contradictions, pas toujours. Moi, je suis partisan d'un réformisme radical. » Si vous confisquez, je cite, un certain nombre de propriétés d'entreprises et que vous prouvez que ça marche mieux, vous pouvez dire que c'est un réformisme radical. Et là, il se met dans la peau du président de la République dans un an. Et il dit, une fois que l'élection est gagnée, on convoque les patrons, on leur dit la chose suivante, je le cite, écoutez, voilà, ceux qui nous prennent le fric des aides de l'État, qui ne nous rendent aucun compte, c'est terminé. Mais si vous entrez dans le plan,
Si vous prenez en charge une partie des objectifs du plan tout en restant des entreprises privées, alors on vous le dit clairement, on ne va pas collectiviser. Les aides seront pour vous et pas pour les autres. En échange, ce qu'on vous demande, c'est le respect du Code du travail, quand même la moindre des choses, le respect des minima sociaux, la signature des conventions collectives. Bon, écoutez, camarades, je ne sais pas comment dire, je me suis noté dans la marge, la montagne a accouché d'une souris, hein, tout ça pour ça. Tout ça pour avoir un système où on va demander aux patrons de bien vouloir respecter les conventions collectives, auquel cas on va leur donner du pognon. Attention, ce n'est pas une vue de l'esprit. Le camarade Bompard, pas plus tard qu'avant-hier, je crois, a dit, voilà, avec ce que fait Total Énergie, c'est scandaleux, il faut les nationaliser. Je propose de les racheter, quand on sera au pouvoir, pour 70 milliards d'euros. Et il dit, voilà, vu les profits qu'ils font chaque année, si on leur donne 70 milliards d'euros, ils n'y perdront pas. C'est dit expressément, vous pouvez le citer, c'est une dépêche de l'AFP, hein, vous pouvez le vérifier. Donc, comment dire, la portée de la confiscation révolutionnaire des entreprises reste assez modeste, peut-être même que le patron de Total va dire marché conclu, je prends les 70 milliards et puis je ferai une autre boîte. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. Donc, c'est pourquoi je me permets de prendre le temps nécessaire pour montrer comment, à partir des citations des responsables de ce mouvement, se dessine un certain nombre de choses. Et pour conclure, je voudrais souligner la chose suivante. Vous avez donc, si on pouvait, on pourrait faire un tableau de correspondance en quelque sorte. Hier, il y avait la classe ouvrière, aujourd'hui, il y a le peuple. Hier, il y avait le capitalisme, aujourd'hui, vous avez le néolibéralisme. Hier, il y avait les capitalistes, aujourd'hui, vous avez l'oligarchie. Hier, il y avait la perspective du socialisme et de l'appropriation collective des moyens de production. Aujourd'hui, vous avez l'économie mixte. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un tableau de correspondance. Et à ce tableau de correspondance, il faut ajouter un élément très important, quelle forme d'organisation politique ? Le document qui s'appelle « Comment faire ?» je vais y arriver. Hein. Le document qui s'appelle « Comment faire ?» commence par faire un coup de chapeau à Lénine. Il dit Lénine, c'est vachement bien. Puis après, il tape sur Lénine en disant ça vaut pas un clou, le parti d'avant-garde, tout ça, ça n'existe pas. Bon, je vous passe tout ça, c'est moyennement intéressant. Mais ils expliquent, voilà, il y a des nouvelles formes d'organisation, des nouvelles formes de démocratie. Avant, je cite, Comment faire, page 19, l'identité politique ouvrière homogène permettait une conscience de classe et donc une organisation commune qui l'incarnait. Tout ça, c'est disloqué. Alors, ce qu'il faut, c'est des boucles de messagerie départementales ou nationales qui délibèrent 3 fois dans la journée et qui prennent des décisions. Et là, j'arrive à cette citation. Un bon exemple de l'homogénéisation dans la dispersion est le phénomène de polyprésence. Elle se réalise constamment sous nos yeux. T'as du mal à comprendre, Maria. Écoute la suite, tu vas comprendre. La polyprésence, c'est la pratique combinée de la présence effective dans un contexte de sociabilité où chacun a en même temps une autre activité de communication, un smartphone à la main. Donc on vous explique que le summum, lisez-le, hein, page 33 de Comment faire. Page 33. Donc, l'objectif, c'est l'homogénéisation dans la dispersion. Avant, on disait qu'il faut que les travailleurs soient unis sur les mêmes objectifs, il faut un parti avec une conception commune, l'avant-garde, un programme, etc. Terminé. On s'homogénéise dans la dispersion grâce au phénomène de polyprésence. Vous êtes dans cette réunion, mais je vois que beaucoup d'entre vous ne sont pas en même temps sur leur smartphone. Eh bien, vous n'êtes pas de bons candidats pour la France insoumise. Il est nécessaire que dans le même temps, vous m'écoutez plus ou moins, vous soyez sur votre smartphone et que vous communiquiez avec le plus grand nombre possible de gens. Vous savez, c'est le vieux mot d'ordre maoïste remis à la sauce d'aujourd'hui, que s'allume 1000 smartphones et la révolution sera pour demain. Bien. Mais il y a une logique à ça. Hein. L'homogénéisation dans la dispersion, moi, ça me fait froid dans le dos. Hein.
Parce que l'idée selon laquelle plus les gens sont dispersés, plus ils vont être homogènes sur quoi? Sur le recours à la même application de smartphone? Où se forme l'action commune sur la base d'une conscience commune dans ce système d'homogénéisation par la dispersion? Il y a là quelque chose d'inquiétant. Alors on fait tout un truc sur les boucles de messagerie, c'est formidable. Le mouvement s'organise comme une onde. Des consignes et des mots d'ordre se propagent depuis la coordination des espaces, passent et s'enrichissent par le bureau du groupe parlementaire à LFI. Les formes d'engagement sont totalement individualisées et à géométrie variable, de l'un et de l'autre, chacun au fil du temps. Chacun, grosso modo, chacun fait ce qu'il veut. Les groupes locaux décident, les actions n'appellent ni vote ni délibération, puisque personne n'y est obligé. C'est la forme mouvement. Bon, d'accord, très bien, si ça marche. Mais on se dit, mais quand même, comment les décisions sont prises? Vous voyez, c'est la forme, moi je suis d'accord, hein, les smartphones, l'homogénéisation par la dispersion, la sociabilité, bon, tout ça, d'accord. Il y a bien un moment où il y a des gens qui prennent des décisions. Alors on dit c'est dans les boucles. Enfin, au bout de la boucle, il doit y avoir quelqu'un. Enfin, je sais pas, il y a quelqu'un qui décide quelque chose, quoi. Alors il y a des petites indications. Hein. Il y a des endroits où on nous dit quand il y a un problème, c'est la France insoumise qui tranche. Mais là, on ne sait plus qui est la France insoumise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la France insoumise, c'est les 500 000 membres des groupes d'action. Puis d'un coup, il y a une structure dont on ne connaît pas exactement la forme et le contenu, qui s'appelle la France insoumise, c'est elle qui tranche. Bon, je passe là-dessus. Mais finalement, tout ceci a un rapport. Ce type de mouvement qui s'homogénéise dans la dispersion à coup de smartphone généralisé, ce type d'éclatement qui dit finalement, c'est écrit, hein, les groupes d'action, on fait ce qu'on veut, si on n'est pas d'accord, on fait un autre groupe d'action à côté. Bon, chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, etc. Cette apparence d'extrême liberté, je veux dire, d'extrême libéralisme, finalement, chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, etc. Oui, d'accord. Enfin, il y a bien des gens qui décident. Hein. Par exemple, qui décident des investitures aux élections. Il y a bien des gens qui ont décidé la campagne présidentielle. Donc, tout ça sont des artifices derrière lesquels on ne sait pas qui décide quoi. Mais c'est normal. Puisque le but n'est pas l'action commune de la classe ouvrière dans un objectif consciemment assumé, et que c'est finalement l'économie mixte dans laquelle le peuple doit l'emporter, bon, c'est une certaine conception. Pour les marxistes, la révolution n'a de sens que s'il s'agit d'une révolution socialiste qui inscrit le combat pour l'émancipation de la classe ouvrière dans son cadre international. C'est une politique, pour reprendre une formule de Lénine que j'aime beaucoup, c'est une politique qui multiplie les incursions de plus en plus profondes dans le domaine de la propriété privée, hein, jusqu'à tout arracher des mains des capitalistes. C'est pas du réformisme radical. Le peuple n'est pas une classe sociale. Nier le rôle central de la classe ouvrière au motif que le mouvement ouvrier a échoué, l'appel à repartir à zéro au motif qu'il n'y a plus d'organisation, ce n'est pas la révolution sociale qui prend le contrôle des moyens de production. C'est la révolution populaire ou la révolution populiste, ou en tout cas quelque chose de si plat dont on ne sait pas bien quel est le contenu. Quand Mélenchon dit qu'il est réformiste, le réformisme, c'est un courant du mouvement ouvrier. Il y a des militants syndicaux qui se disent réformistes. C'est quoi le réformisme? C'est ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'objectif plus loin que les réformes. Bon, les révolutionnaires ne sont pas contre les réformes, on est pour les réformes. Simplement, on ne s'en contente pas. On est pour défendre les réformes de la classe ouvrière. Donc, en soi, le réformisme est un courant du mouvement ouvrier. Mais la particularité du réformisme revendiqué par la France insoumise, c'est que c'est un réformisme extérieur au mouvement ouvrier qui le revendique. C'est un réformisme qui propose de remplacer le mouvement ouvrier par le mouvement du peuple. Et ce réformisme-là, ce réformisme qui ne se fixe pas de défendre les réformes, les acquis et les organisations de la classe ouvrière, il y a quelque chose de dangereux. Et l'histoire du mouvement ouvrier dans notre pays nous apprend que les mouvements qui se constituent autour d'un Bonaparte vont rarement de pair avec le développement de la démocratie. Alors, pour notre part, nous ne nous trompons pas de combat.
Nous affirmons avec Marx, avec Engels, pas parce que c'est les grands penseurs qui avaient raison une fois pour toutes, mais parce que ça correspond à la réalité, que le but du combat ne peut pas être autre chose que la socialisation des moyens de production, l'appropriation collective par la classe ouvrière. Il faut l'affirmer, le réaffirmer, l'écrire sur nos drapeaux, sur nos banderoles. Et pour cela, il faut surtout respecter les instruments que la classe ouvrière a constitués pour sa lutte de classe. Aider les travailleurs à les défendre, à s'en saisir, en arracher le contrôle aux bureaucrates qui les dirigent, les mettre au service de la classe ouvrière, parce que comme le dit l'Internationale, il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun. Donc, après ce qui a été exposé sur ce que veut la France insoumise, je voudrais juste revenir ici en quelques mots sur ce que fait la France insoumise, et notamment par rapport à une question, ça a été évoqué tout à l'heure, par rapport à la question de la guerre. Parce que sur cette question, on l'a développée dans notre revue de la 4e internationale qui s'appelle l'Internationale, et chaque semaine dans la Tribune des travailleurs. La question de la guerre, c'est un enjeu central dans la situation politique actuelle, à l'heure où la guerre et ses conséquences, c'est-à-dire tout simplement la destruction de l'humanité, s'étendent à tous les continents. Et donc dans cette situation où les capitalistes et leurs gouvernements déchaînent la guerre et la politique de militarisation à l'échelle mondiale, donc que dit la France et que fait la France insoumise sur cette question? Donc je prendrai plusieurs points. D'abord, sur la guerre en Ukraine. On est largement revenu sur cette question dans la Tribune des travailleurs depuis 2022. Les camarades peuvent en attester pour ceux qui sont abonnés depuis 2022. Et donc les puissances impérialistes, les États-Unis en tête, n'ont eu de cesse que d'alimenter cette guerre au prix des millions de vies des jeunes Ukrainiens et des jeunes Russes pour garantir les intérêts impérialistes. On l'a dit depuis le début de cette guerre, et Trump, vous l'avez vu, l'a récemment affirmé explicitement. L'enjeu de cette guerre, c'était de s'accaparer les matières premières. On l'a vu dans l'accord sur les terres rares et les matières premières ukrainiennes, qui était la condition de la prétendue aide militaire. Et cela sans compter aussi les intérêts des multinationales de l'armement qui n'ont jamais eu les carnets de commandes et les profits aussi hauts que depuis le début de cette guerre. Et donc il faut rappeler sur cette question que les députés européens de la France insoumise, dès le 1er mars 2022, ont voté une résolution qui affirmait la nécessité, je cite, de renforcer le pilier européen au sein de l'OTAN. Donc apportant leur soutien à toute la politique militaire, à l'initiative de l'OTAN, institution qui est, et c'est un secret pour personne, au service de l'impérialisme américain. Et cela s'est suivi, ce premier vote a été suivi dans les mois, et on peut même dire les années qui ont suivi, de dizaines et dizaines de résolutions votées tour à tour de manière tout à fait unanime en soutien à l'OTAN et pour les livraisons d'armes à l'Ukraine. On peut citer en mars 2024 Manon Aubry, qui est donc la chef de file des députés insoumis dans le Parlement européen, qui affirmait sur un plateau télé on a voté 50 milliards d'euros il y a de cela 1 mois et demi au Parlement européen et j'ai voté pour. Et là, il y a seulement quelques jours, dans une interview que Jean-Luc Mélenchon a accordée sur LCI, le 8 mai, il me semble, il a répété ça dans le sens « Nous aidons l'Ukraine, nous avons des engagements qui sont pris, je suis pour que l'on s'y tienne. Nous devons aider les Ukrainiens à résister, mais nous ne devons pas faire d'escalade. » Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est pas participer à l'escalade que de verser des milliards et des milliards pour les livraisons d'armes qui alimentent la guerre depuis maintenant 4 ans pour la défense des intérêts impérialistes
américains et des marchands de canons, et tout ça au prix de la vie des millions de jeunes Russes et d'Ukrainiens de part et d'autre de la frontière. En réalité, il s'agit là d'une politique d'union sacrée avec le gouvernement et la bourgeoisie. Et cette union sacrée, elle ne se traduit pas seulement sur cette guerre. Elle se retrouve aussi dans la politique, je dirais, nationale de guerre du gouvernement. Et en particulier, vous l'avez vu depuis les dernières semaines, sur les budgets militaires. Donc vous savez sans doute, depuis le 4 mai, à l'Assemblée nationale, est discuté un projet de loi, la révision de la loi de programmation militaire, qui prévoit tout simplement une hausse du budget militaire de 36 milliards d'euros, évidemment s'ajoutant aux dizaines de milliards d'euros déjà accordés. Et donc sur ce plan en particulier, il faut voir la duplicité des discours des dirigeants de la France insoumise. Parce que côté cour, on entend un discours des députés de la France insoumise contre les budgets militaires. Dans un article du 7 mai, qui a été publié conjointement par le site L'Insoumission et le journal Information ouvrière, est relaté un rassemblement de militants syndicaux le 4 mai aux abords de l'Assemblée nationale, le jour donc de l'ouverture des débats parlementaires sur la loi de programmation militaire. Et donc cet article, il mentionne la présence évidemment de militants syndicaux, de militants de la France insoumise et notamment de députés de la France insoumise, dont un certain Aurélien Saint-Toul, qui a dit, je cite, dans son intervention, a indiqué que son groupe voterait contre cette actualisation de la loi de programmation militaire. Donc on pourrait se dire de là, les députés de la France insoumise s'opposent aux 36 milliards. Mais ce qu'il faut voir, c'est que côté Jardin, c'est un tout autre discours de l'autre côté de la grille, c'est-à-dire dans l'enceinte de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Donc le 17 avril, quelques jours avant le vote de le début de la discussion de cette loi dans le Parlement, la commission de défense de l'Assemblée nationale, dans cette commission, les 71 députés de la France insoumise présents avaient déposé plusieurs amendements au projet de loi de la loi de programmation militaire. Et l'un de ces amendements qu'on a cité dans la tribune des travailleurs, pour la référence précise, c'est le DN numéro 187, comme ça vous pouvez le retrouver, donc qui proposait de corriger l'article 2 de la loi en ajoutant aux 36 milliards, je cite, 5,8 milliards d'euros de ressources extra-budgétaires prévues que le gouvernement aurait oubliées. Et donc, ce qui porterait ainsi le budget militaire à 41,8 milliards pour d'augmentation des budgets militaires. Donc, tout simplement, ici, une revendication de l'augmentation de 5,8 milliards en plus des 36 milliards défendus par le gouvernement. Et donc, le même Aurélien Saint-Toul du Rassemblement, dans la même journée du 4 avril, après avoir déclaré du 4 mai, donc après avoir déclaré dans le rassemblement devant l'Assemblée nationale que les députés de la France insoumise s'opposeraient au vote de la loi de programmation militaire, le justifie de cette manière dans l'enceinte du Parlement. Donc je cite son intervention, il dit « La ministre nous dit d'après elle que le poids de forme, c'est 100 milliards. Bon, ok. Dans ce cas-là, actez plutôt ce genre d'objectif en valeur absolue, mais ne vous accrochez pas à un totem. » Donc il fait référence ici à l'objectif proposé par Horizon et les Républicains que les budgets atteignent 3,5% du PIB. Et dans cette même discussion, un autre député insoumis, Bastien Lachaud, explique dans le même débat qu'il s'agit d'une loi de programmation militaire qu'il qualifie de mal pensée, mal ficelée, qui fragilise notre défense nationale. Nous ne la voterons pas. Et cette position, elle est appuyée par Mélenchon, donc dans cette interview qu'il a faite le 8 mai, dans laquelle il a réaffirmé « Nous ne votons pas parce que nous ne sommes pas d'accord avec la conception de la guerre qui est développée par ce projet. Il faut se préparer à la bonne guerre avec les bons moyens. » Donc le problème, il est clair, ce n'est pas du tout le montant des budgets militaires que les députés de la France insoumise défendent au contraire à la hausse, mais tout simplement que ce serait mal fait par le gouvernement Macron.
Et donc, sur ce point, le programme et les déclarations des dirigeants insoumis explicitent justement cette position, et c'est tout à fait net. Donc, à l'Assemblée nationale, encore une fois, le 4 mai, ce même jour, donc Bastien Lachaud, député insoumis, déclarait en 2027 avec Jean-Luc Mélenchon à l'Élysée « Nous agirons, nous, en planifiant, en partant des besoins de la nation et des armées. Car oui, nous sommes meilleurs que vous en la matière. » Il s'adresse au gouvernement Macron. Donc il y a dans cette phrase donc, l'affirmation que la France insoumise finalement ferait bien mieux que Macron pour défendre une politique de guerre encore plus importante. Et on peut les croire. Si on se réfère au programme de la France insoumise, donc là cette fois-ci à leur partie de programme moins théorique mais plus disons présidentielle, qui est sur le site Mélenchon 2027, et il y a un paragraphe, il y a un chapitre qui s'appelle Ordonner le monde. Donc c'est organisé par chapitre, c'est Ordonner le monde. Et dans ce chapitre, il y a quelques-unes de leurs mesures sur la défense, pour en citer simplement deux, mais qui sont significatives. La première, la France doit adopter une nouvelle programmation pour retrouver sa souveraineté sur son industrie et sa politique de défense, et permettre d'organiser une réponse adaptée à la situation de guerre larvée, tout en tirant les conséquences de la crise climatique et environnementale. Un autre point aussi, faire de la France une puissance incontournable dans les technologies de rupture, miniaturisation, dronisation, intelligence artificielle, etc. Et donc, il y a là ici le cœur du désaccord avec Macron. C'est pas du tout la militarisation de la société, on l'aura bien compris, mais il s'agit bien de la souveraineté nationale de l'industrie de défense, parce qu'il faudrait plutôt défendre les marchands de canons français. Et c'est là le vrai point de rupture avec Macron. Et ça se traduit aussi de manière assez significative en juillet 2025. Vous savez, il y a eu les propos de Donald Trump sur les 5% du PIB que tous les pays de l'OTAN devaient consacrer à leur budget de défense. Et donc un article a été rédigé en réaction à ces propos de Trump, un article qui est signé du groupe thématique défense de la France insoumise, donc qui est censé représenter leur position officielle sur la question. Et donc cet article, il développe ce point de vue. Ils disent « En réalité, malgré les grands discours sur l'Europe de la défense, l'Union européenne s'engage dans la stratégie atlantiste et se soumet aux intérêts marchands états-uniens. Pourtant, les fervents partisans de l'Europe de la défense pourraient acheter directement en Europe, puisque la France produit des Rafales et des chars Leclerc. » Et un peu plus loin, il précise « La France insoumise, dans son programme défense est clair, la souveraineté doit être le fondement de toute politique de défense nationale. La France ne peut s'enfermer dans une alliance atlantique. Elle est présente partout dans le monde par ses territoires d'outre-mer. Il faut gouverner en fonction des besoins réels de notre pays et de nos armées, non selon les exigences atlantistes de Donald Trump. La France est une puissance dotée à défendre selon ses besoins spécifiques, et notamment dans les nouvelles frontières de l'humanité, les fonds marins, le cyber ou le spatial. » Donc on pourrait longuement, je pense, commenter ce passage qui contient beaucoup de choses, le temps manquerait, mais en tout cas on peut retenir l'essentiel, c'est-à-dire ce que les dirigeants de la France insoumise critiquent dans ces 5% du PIB exigés par Trump accordés pour les budgets militaires. C'est pas que ça porterait accessoirement le budget pour la France, le budget militaire à 146 milliards d'euros, soit un tiers du budget de l'État, mais parce que ce ne serait pas une décision souveraine de la France. Mais sur le fond, aucun problème pour un tel montant, tout à fait acceptable. Et par ailleurs, on peut noter quand même au passage la présence positive de la France dans les territoires d'outre-mer qu'il faudrait bien défendre, donc y compris contre les populations qui, à juste titre, revendiquent leur indépendance. Et cela, évidemment, ne peut que rassurer les capitalistes, et notamment les capitalistes de ce secteur florissant qui est celui de l'armement. Ces derniers mois, Mélenchon a fait des efforts en particulier pour tenter de les rassurer. Au mois de janvier, il s'est rendu à l'usine Dassault à Cergy. Et donc, il a fait un communiqué de compte-rendu de visite de cette usine donc Dassault à Cergy, et il explique, alors là je le cite aussi, donc
il explique avoir exprimé à Éric Trappier, donc le président de la société Dassault, son soutien au refus de souscrire à l'accord avec l'Allemagne en vue de l'avion du futur, car il est trompeur et disqualifiant pour les Français. Puis il ajoute « J'ai affirmé au président Dassault mon adhésion au projet d'avion spatial qui est le saut technologique nécessaire du futur proche. » Donc, de l'argent pour la guerre et les marchands de canons, bien sûr, oui, mais pour ceux qui sont français en priorité. Donc, au militarisme s'ajoute le soutien au capitalisme et le chauvinisme le plus explicite. Et donc, cette union sacrée dans la militarisation, cette union sacrée dans la guerre et le chauvinisme, elle se retrouve logiquement dans la guerre impérialiste dans lesquelles la France est engagée. Et donc, dans la guerre actuelle de Trump et de Netanyahou au Moyen-Orient, on a vu les déclarations des pilotes français ces dernières semaines qui ont bien reconnu, ils le disent tel quel, ils reconnaissent l'implication directe des soldats français dans cette guerre. Et à ce sujet, Mélenchon, toujours dans cette interview préparation des présidentielles qui a été donnée le 8 mai, il explique sa position. Il dit « Moi, président, puisque vous avez utilisé cette expression, je dirais, je préviens, là où nous mettons des militaires sous un casque bleu, qui nous frappe sera frappé. » Et un peu plus loin, il réitère et il dit « Vous tapez un Français, les Français tapent. Mettons qu'un État nous cherche une noise, eh bien nous déploierons notre porte-avions devant, parce qu'il y a dessus 23 rafales, il y a de quoi faire réfléchir tout le monde à l'idée de se frapper avec nous. Et si nous avons des troupes, comme c'est le cas de la FINUL, donc c'est les forces intérimaires des Nations Unies au Liban, eh bien, ils ont le matériel suffisant et on dit, je vous préviens, nous sommes là pour nous interposer, c'est le mandat que l'ONU nous a donné. Si vous passez, on tire. Donc s'il y avait encore jusque-là des doutes sur les velléités militaristes, bellicistes et chauvines des dirigeants de la France insoumise, au moins leur position ont le mérite d'être claire.